Eh bien, écoutez, donc, chers amis, chers collègues, bonjour. Nous reprenons donc le séminaire Spinoza à Paris 8 pour l'année 2025-26, donc en ce mois de janvier. Nous avons le grand plaisir d'accueillir donc Maud Bénétro, qui est actuellement professeur agrégé et donc docteur en philosophie, avec une thèse menée sous la direction de Pascal Sévrac et l'encadrement de Julie Henry, qui était elle-même venue faire une conférence dans le cadre de ce séminaire il y a quelques années, une thèse qui s'intitule Attendre un enfant, trame perceptive, cognitive et affective, comprendre ce qui se trame pendant la grossesse depuis une perspective spinoziste et relire les textes de Spinoza à partir d'une enquête de terrain en maternité. Donc, comme vous le précisez vous-même, votre travail donc, se situe au croisement de la philosophie de terrain, peut-être vous nous direz ce que c'est, et les études spinozistes. Donc, c'est un sujet, comment dire, à première vue un peu surprenant, parce que, comme on sait, comme nous savons tous, Spinoza n'était pas particulièrement en attente d'enfants, au contraire, il a souvent une attitude assez brutale, en tout cas tranchante, à l'égard des enfants. Et autant que je le sache, il parle très peu de grossesse, même s'il parle souvent d'enfants très jeunes ou de jeunes garçons, où il aborde aussi des questions d'éducation dans son œuvre. Donc je suis particulièrement intéressé, je pense que nous le sommes tous, par votre perspective. Donc comme je vous avais dit l'autre jour, lorsqu'on a échangé, il y a eu aussi ce livre de Lordon et Luc Bert qui ne parle pas vraiment de la grossesse, mais qui fait une espèce de genèse du développement d'une personnalité d'un point de vue spinoziste, avec des catégories spinozistes, en tout cas depuis son plus jeune âge. Donc je me suis demandé si ça vous avait intéressé ou pas. Peut-être vous nous en direz quelques mots, peut-être pas, on verra bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc, nous allons vous écouter maintenant sur le sujet avec Spinoza, penser l'attente d'un enfant. Donc je vais me retirer, je vous laisse la parole et je reviendrai à la fin de votre exposé pour modérer la discussion. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup Charles Raymond, merci Nicolas pour cette invitation dans votre séminaire à Paris 8. Moi, je vais commencer directement, en effet, par la question qu'on se pose une fois qu'on a entendu le thème de mes recherches. C'est la question suivante, pourquoi aller chercher Spinoza au moment d'étudier les manières dont un enfant est attendu au cours de la grossesse dans un contexte contemporain? Parce qu'en effet, c'est pas sans étonnement ni sans perplexité qu'on peut considérer le déplacement de textes classiques vers des champs nouveaux, vers des objets actuels. Parce que d'un côté, on peut se demander pourquoi aller chercher les ouvrages d'un philosophe du XVIIe siècle pour mener des recherches à partir de questions actuelles. Parce que Spinoza ne fait pas mention de grossesse ni de parentalité dans ses textes, ou bien peu au détour d'un court chapitre sur le mariage. Mais Spinoza ne dit rien de ce que pourrait être attendre un enfant dans la Hollande du XVIIe siècle, et dans la mesure où il s'agit d'étudier comment des personnes attendent un enfant aujourd'hui en France, ce qui ne se passe pas tout à fait de la même manière qu'à l'époque de Spinoza, il semble difficile d'éviter l'anachronisme, voire la non-pertinence, voire l'impertinence totale. Voilà, extraire des textes et des concepts de leur contexte historique pour les appliquer à des questions contemporaines peut surprendre et même inquiéter en réalité. Rapprocher un corpus ancien d'un terrain contemporain frôle l'anachronisme, et cette rencontre peut sembler forcée et artificielle, comme fabriquée de toutes pièces, quand elle n'apparaît pas comme un simple ornement rhétorique au service d'un parti pris. Donc, comment mobiliser des textes dans un contexte qui leur est étranger, sans risquer de les déformer ou même de les détourner? Et d'un autre côté, pourquoi aller mener une enquête de terrain avec les textes de Spinoza sous le bras, alors que les pratiques du terrain, ses outils et ses méthodes appartiennent aux disciplines justement dites de terrain, notamment aux sciences sociales, qui se sont constituées en rupture avec la philosophie, justement sur ce point du rapport à un terrain d'enquête.
parce qu'il est considéré comme une manière d'ancrer sa pensée dans la réalité, voire comme une garantie de scientificité. Dès lors, la pertinence du recours à d'anciens éléments pour saisir des enjeux actuels ne peut qu'être interrogée. Des éléments de pensée qui viennent du passé peuvent sembler trop dépassés finalement pour comprendre des situations présentes. Donc, dans quelle mesure des textes d'autres siècles peuvent-ils mettre en perspective des enjeux contemporains sans en masquer les particularités historiques ? Donc, entre des sociologues qui se demandent ce qu'une philosophe peut faire d'un terrain d'enquête et des historiens de la philosophie qui s'interrogent sur la pertinence d'un rapprochement anachronique, s'engager dans une démarche en philosophie de terrain, c'est quand même souvent se retrouver sur un terrain glissant. Donc, ces questions ne sont pas toujours bienveillantes, mais elles permettent de ne pas éluder une question de méthode importante en passant du pourquoi au comment. Comment penser l'attente d'un enfant avec Spinoza ? Et je reprends ici l'expression de Pierre Macheret dans son ouvrage qui s'intitule justement « Avec Spinoza, études sur la doctrine et l'histoire du spinozisme ». Donc ma démarche en philosophie de terrain m'a amené finalement à assumer une pensée en mouvement. Et c'est cette pensée dont je vais reprendre le cours au fil de mon intervention. Cette présentation, elle se fera donc en 3 temps. Partir, aller et revenir. Et pour chacun de ces 3 temps, je réfléchirai à ce qui a été pour moi penser avec Spinoza l'attente d'un enfant. Alors, le point de départ de mon travail de recherche n'est pas un problème posé par les textes de Spinoza, mais un problème contemporain. Qu'en est-il du terme de projet, dont les différentes figures ponctuent notre vie quotidienne, comme le montre l'anthropologue Jean-Pierre Boutinet, du soin à la recherche, de l'architecture aux âges de la vie, jusque dans le champ de la naissance. Parce qu'on trouve en effet ce terme dans les textes normatifs qui encadrent la périnatalité. L'expression de projet de naissance est utilisée dans les recommandations professionnelles des autorités médicales qui mettent en œuvre ce dispositif pour répondre aux critiques de la médicalisation de la naissance en cherchant à favoriser l'expression des besoins et des choix des futurs parents. L'expression de projet parental, par ailleurs, est de plus en plus fréquente dans les textes juridiques sur l'assistance médicale à la procréation. Donc, selon son domaine d'application, dans le champ de la naissance, dans le champ du droit, et dans le champ des textes normatifs qui encadrent les pratiques professionnelles, donc le sens du terme de projet n'est pas le même et l'usage qui en effet est très différent. Mais l'emploi de ce terme dans le champ de la naissance implique, il me semble, une conception volontariste de l'attente d'un enfant. C'est-à-dire que dans les expressions de projet de naissance ou de projet parental, le mot projet désigne ce qui est attendu des futurs parents par les institutions médicales et juridiques. Une activité de décision, une activité de prévision, de planification qui soit portée par une volonté consciente d'elle-même, qui présuppose un sujet rationnel qui va calculer et mettre en œuvre des moyens en vue d'atteindre ses fins. Bon. Donc l'un des enjeux de ma thèse consiste justement en une analyse critique de l'usage de ce terme de projet et de la culture volontariste qu'il semble incarner, je cite à nouveau Jean-Pierre Boutinet. Mais mon travail n'est pas centré non plus sur ces expressions de projet de naissance ou de projet parental, ni sur les dispositifs médicaux et juridiques qu'elles désignent. En fait, je me suis plutôt demandé si les personnes qui attendent un enfant décrivent leur expérience en ces termes et vivent l'attente selon cette norme. Et pour réfléchir à cette question, j'ai fait un premier pas de côté en cherchant à la formuler justement en termes spinozistes. Parce qu'avec Spinoza, penser l'attente d'un enfant, ça revient à s'inscrire dans les rares recherches en philosophie qui se sont intéressées à la grossesse, à la naissance et à la maternité, en se plaçant à côté notamment des études phénoménologiques. Mais il me semble que dans la mesure où la philosophie de Spinoza part du corps plutôt que du sujet, des déterminations concrètes plutôt que d'une liberté abstraite,
et d'une ontologie qui va moins s'intéresser à la portée disruptive de l'événement qu'aux processus qui vont le produire et l'expliquer, prendre une perspective résolument spinoziste pour penser l'attente d'un enfant permet non seulement de faire une analyse critique plus radicale de la conception volontariste et désincarnée du projet d'enfant, mais aussi de considérer de plus près ce qui relève des corps pendant l'attente d'un enfant, en s'intéressant notamment aux perceptions, aux représentations et aux affects, tout en s'interrogeant sur leur temporalité et leur effectivité. Que font-ils, ces perceptions, ces représentations et ces affects, à l'attente d'un enfant et à l'enfant attendu? Donc, aller du côté de Spinoza et déplacer le questionnement d'une naissance en projet à l'attente d'un enfant ne permet pas seulement de garder un fort ancrage déterministe, mais aussi de laisser une place à la contingence. Parce qu'au sens de Spinoza, la contingence, c'est quand l'ordre des causes nous reste caché. Par exemple, quand nous imaginons ce qui est à venir, il nous est impossible de prédire exactement ce qui va arriver, parce que cela dépend de plusieurs séries de causes que nous ne connaissons pas et qui vont se rencontrer dans un concours de circonstances. Ainsi, les personnes qui attendent un enfant ne connaissent pas en tout point les enchaînements de causes et d'effets qui jouent au cours de ce processus, ne serait-ce que la causalité génétique qui est extrêmement complexe, et elles ne peuvent donc pas prédire exactement ce qui va arriver. Un imprévu peut toujours se présenter quand la grossesse ou l'accouchement ne se passe pas tout à fait comme elles le croyaient ou comme elles le souhaitaient. Mais si les personnes ne savent jamais tout à fait quoi attendre, ni à quoi s'attendre, elles ne peuvent pas non plus ne pas du tout imaginer ce qui peut arriver, ni n'avoir aucune attente. D'où le problème de départ de mes recherches, comment attendre l'inattendu. Mais comment réfléchir à ce problème avec Spinoza, alors qu'il n'a rien écrit sur l'attente d'un enfant et qu'il n'a pas non plus thématisé ce que pourrait être l'attente en contexte spinoziste? On trouve tout de même deux occurrences du verbe expectare en latin attendre qui se suivent de près dans un scoli de l'éthique et qui renvoient à des situations opposées. Donc d'un côté, l'espoir de celui qui se méprend quant à la nature de Dieu, en croyant qu'il sera récompensé pour sa bonne conduite, et de l'autre, l'attente sereine de qui sait se comporter à l'égard des choses de la fortune en considérant qu'elles sont nécessaires. Et avec ce terme de fortune, Spinoza renvoie à la condition humaine qui tient à l'imprévisibilité de ce qui peut arriver de bon ou de mauvais pour nous. Donc on retrouve ici une dimension du problème de départ, comment les personnes qui attendent un enfant se rapportent-elles à ce qui ne dépend pas d'elles, mais de leur bonne ou de leur mauvaise fortune. Bon, dans ce texte, Spinoza ne donne pas d'exemple pour les choses de la fortune. Donc est-ce qu'il s'agit finalement d'illustrer les propos de Spinoza en prenant pour exemple l'attente d'un enfant? Parce que l'attente d'un enfant peut relever de ces choses de la fortune dans la mesure où les personnes, comme je viens de le dire, ne peuvent pas prévoir tout ce qui peut arriver de bon ou de mauvais pendant la grossesse, et elles ne peuvent souvent qu'espérer que la grossesse se poursuive bien et que l'enfant naisse en bonne santé. Est-ce qu'il suffit d'aller chercher les définitions de l'espoir dans la troisième partie de l'éthique, cette joie inconstante née de l'idée d'une chose future ou passée dont l'avènement reste pour nous en quelque façon objet de doute? Est-ce qu'il suffit d'aller chercher la définition de la crainte, qui est au contraire une tristesse inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée dont l'avènement reste pour nous en quelque façon objet de doute? Donc est-ce qu'il suffit d'aller chercher ces définitions, l'espoir, la crainte, et de les appliquer telles quelles, à la crainte que la grossesse s'arrête avant le terme, à l'espoir que l'enfant naisse en bonne santé? Clarifier un texte en prenant des situations concrètes peut être pertinent d'un point de vue pédagogique pour l'enseignement, mais dans la perspective d'un travail de recherche, proposer un exemple pour une théorie philosophique peut sembler superflu. Parce que du côté de l'histoire de la philosophie, cela n'apporte rien de nouveau à la lecture ni au commentaire des textes, et du côté du champ de la naissance, cela ne fait de l'attente d'un enfant qu'un prétexte pour aborder un texte, et non un objet à expliquer et à comprendre. Donc plutôt que de chercher à illustrer des textes spinozistes, il s'agit donc de proposer de nouvelles manières de les lire,
à partir de l'étude d'un objet qui n'est pas celui de Spinoza, l'attente d'un enfant. Donc, dans cette perspective, j'ai commencé par une première lecture du corpus spinoziste afin d'ouvrir des pistes de recherche avant d'aller sur le terrain. Donc, ce faisant, en lisant la troisième partie de l'éthique, j'ai en effet relevé les affects d'espoir et de crainte en me demandant ce qui était espéré et ce qui était craint quand on attend un enfant. Et j'ai commencé peu à peu, au cours de ma lecture, à faire des textes de Spinoza comme un appareillage théorique. C'est-à-dire que j'avais des pistes conceptuelles, j'avais des questions que j'ai préparées en vue de l'enquête de terrain, un peu comme un dispositif qui restait à faire fonctionner. Mais ce n'était pas sans voir apparaître une nouvelle difficulté. Arriver à la maternité avec Spinoza en tête, n'était-ce pas prendre le risque de ne retrouver sur le terrain que ce qui était recherché ? Comment ne pas arrêter son regard ? Comment ne pas voir le terrain à travers une grille de lecture fermée et immuable ? En fait, il m'a semblé que considérer les textes de Spinoza comme un appareillage théorique n'impliquait pas nécessairement que ce dispositif soit fermé. Parce que sur le terrain, il ne s'agit pas d'avoir des œillères, mais de porter des lunettes spinozistes, qui ne ferment pas le regard, mais qui ouvrent des perspectives. Or, il semble que les textes de Spinoza comportent cette puissance d'ouverture. Pierre Macheret souligne ainsi que si le corpus spinoziste est une œuvre finie, les limites du texte ne marquent pas, je cite, un point d'arrêt, mais le commencement d'un échange. Donc, s'il invite à étudier les textes de Spinoza en prenant en compte leur épaisseur et leur sédimentation historique, il semble que travailler un objet contemporain avec ces textes puisse être aussi une manière de les relire, sans les laisser aux prises d'une interprétation arbitraire qui en ferait quelque chose comme des matériaux bruts, tout en ayant conscience que ces textes sont traversés par une histoire de commentaires, notamment qui les constitue en dispositif déjà monté. Il semble toujours intéressant de les considérer comme une matière à œuvrer, pour reprendre à nouveau les mots de Pierre Macheret, et ainsi de les faire fonctionner sur d'autres objets, pour voir ce que ces textes permettent de comprendre quand on pense avec eux. Donc, lire les textes de Spinoza, avant d'aller mener une enquête de terrain dans une maternité, ne revient donc pas à en figer la lecture dans quelque chose de scolaire, canonique, mais plutôt à ouvrir des perspectives en commençant à travailler les vers, en quelque sorte, de cet appareillage spinoziste, de manière à faire apparaître certaines choses qui n'auraient peut-être pas été aperçues sans ces instruments. Donc, il ne s'agit pas non plus de tout voir, de faire un Spinoza tout terrain, mais de chercher à mieux observer certains objets sur lesquels la focalisation est réglée. Donc, au moment de préparer l'enquête de terrain, j'ai commencé par formuler mes questions en termes spinozistes, tout en optant pour une enquête de terrain par entretien. Parce que, dans la mesure où il me semble intéressant de repartir de ce que les personnes disent, de ce qu'elles vivent, pour étudier justement l'attente d'un enfant, je me suis tournée du côté des méthodes qualitatives et je me suis saisie de cet outil des sciences sociales qu'est l'entretien semi-directif, notamment au moment de construire les grilles d'entretien. Donc, pour les préparer, il a fallu que je reprenne donc, les questions formulées en termes spinozistes pour les traduire dans le langage courant, parce que je ne pouvais pas attendre des personnes que j'allais rencontrer sur le terrain qu'elles entendent des mots comme espoir ou comme crainte en un sens spinoziste. Donc, j'ai choisi de les interroger plutôt en termes d'appréhension et d'attente. Donc, les questions qui forment ces grilles d'entretien ne relèvent donc ni du questionnaire ni de la liste d'hypothèses. En fait, elles ont plutôt le statut d'un guide de conversation. La question qui ouvre l'entretien invite ainsi les personnes à faire le récit de ce qu'elles vivent pendant la grossesse. Donc, je leur demande, pourriez-vous me raconter la façon dont vous vivez ce début de grossesse, depuis le moment où vous avez su que vous étiez enceinte. Et en fait, proposer aux personnes de raconter ce qu'elles vivent permet de laisser la parole libre et l'entretien ouvert. Et ensuite, des questions plus précises permettent d'approfondir certains aspects de leur expérience en les amenant à développer leurs propos sur certains points. Par exemple, avez-vous des appréhensions pour cette grossesse ou la naissance à venir ? Donc, ces questions
elles ne peuvent pas trouver de réponse sans le discours des personnes, mais l'entretien n'est pas non plus considéré en lui-même comme une réponse à une question de recherche. En fait, c'est un matériau qui permet de l'alimenter, de la traiter, mais aussi de la préciser et de la reformuler, notamment en modifiant à nouveau la grille d'entretien qui a été rédigée au préalable ou en amenant de nouvelles questions. Donc c'est aussi finalement ce qui constitue l'ouverture de dispositif. Il n'est pas construit une fois pour toutes, mais de manière à être ouvert à ce qui arrive au cours de l'enquête de terrain. Donc au moment d'aller sur le terrain, avoir les définitions de l'espoir et de la crainte avec soi permet non seulement de mieux voir en se laissant porter par le terrain, mais aussi d'observer, en portant un regard spinoziste sur ce qui en émerge. Donc, une fois sur le terrain, je n'ai pas pu manquer les discours récurrents sur cette norme médicale et sociale qui consiste à attendre que les 3 premiers mois de la grossesse soient passés avant d'annoncer une naissance à venir et même plus largement de se projeter, justement. Cette règle, dite des 3 mois, est largement répandue et relayée par la plupart des sages-femmes en raison du risque élevé d'arrêt naturel de grossesse pendant le premier trimestre. Il peut sembler intéressant de décrire cette norme avec l'espoir et la crainte. Cependant, il ne suffit pas d'évoquer ces affects à l'occasion d'une observation sur le terrain d'enquête. Parce que si les textes de Spinoza fonctionnent comme des lunettes qui ouvrent des perspectives, encore faut-il en polir les verres, en affûter ces instruments conceptuels pour décrire plus précisément ce qui est observé du terrain d'enquête. Si nous précisons, l'espoir comme la crainte sont ancrés dans l'imagination chez Spinoza. Si nous doutons de l'avènement de ce que nous espérons et de ce que nous craignons, c'est parce que nous n'imaginons pas seulement ce qui pose l'existence de ce que nous espérons, mais aussi ce qui en exclut l'existence. Et à l'inverse, nous n'imaginons pas seulement ce qui pose l'existence de ce que nous craignons, mais aussi ce qui en exclut l'existence. C'est pourquoi Spinoza écrit qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. En fait, quand nous espérons, nous craignons que ce que nous espérons n'arrive pas, et quand nous craignons, nous espérons que ce que nous craignons n'arrive pas. Or, même si la grossesse est désirée, les personnes peuvent se représenter ce qui exclut son existence, comme Kim, qui dit, je la cite, « C'est très fantôme les 3 premiers mois ». En termes spinozistes, elle est peu affectée par la grossesse. Elle décrit les premiers signes de sa grossesse comme très faibles, en quantité comme en qualité, au point de ne pas se sentir enceinte. Elle raconte sa déception à la vue de l'échographie de datation, où l'embryon ne ressemble en rien à un bébé. Elle parle beaucoup des peurs que la grossesse s'arrête, d'autant que cela est arrivé à certaines de ses amies. Donc le terme de fantôme qu'elle utilise peut renvoyer soit à une apparence spectrale et inconsistante, dans la mesure où les affections sont faibles et rares pendant ces premiers mois, soit à la figure menaçante d'un revenant qui porte la mort avec la crainte d'un arrêt de grossesse. Donc avec l'affect de crainte, il est possible de décrire cette période fantomatique dans la mesure où, pendant les 3 premiers mois de grossesse, l'âme va imaginer davantage ce qui exclut l'idée d'une grossesse qui se poursuit jusqu'à la naissance d'un enfant que ce qui la pose, justement. Bon, cette brève description n'est qu'un aperçu de l'enquête de terrain que j'ai menée, qui s'est avérée très fructueuse, avec un matériau en grande quantité et de bonne qualité, mais cette richesse ne va pas sans risque. Celui finalement de s'en tenir à ces données et sans aller plus loin, voire celui de s'y perdre complètement en se laissant submerger par leur multiplicité et leur diversité. Donc devant cette difficulté, il peut être tentant de se contenter de décrire ce qui a été observé, des situations et ce que les personnes ont dit, puis de livrer telles quelles ces observations et ces discours avec une brève description. Mais finalement, même se contenter de décrire ne suffit plus pour saisir la richesse de ce que le terrain donne à voir. Les lignes semblent difficiles à suivre, les traits emmêlés, les contours embrouillés. En faisant que décrire ce que l'on voit et ce que l'on entend, on renonce à comprendre ce qui émerge du terrain. Et en fait, cet âge de compréhension
peut en effet sembler plus ardu, voire même devenir insurmontable, à mesure que les observations sont denses et intéressantes, que les entretiens sont riches et nombreux. Donc la question qui arrive, c'est celle de se demander comment démêler ce qui se noue dans les situations et les discours. Comment distinguer ce qui peut d'abord sembler confus? Comment expliquer ce qui peut prêter à malentendu? Donc il ne suffit pas de s'en tenir à ce que les personnes disent de ce qu'elles vivent, ni de prendre leur discours puis de les faire entendre, sans les avoir non seulement décrits, mais aussi examinés, classés, analysés, interprétés, interrogés. En fait, aller vers le terrain en philosophe, c'est chercher à comprendre ce qui se trame pendant l'attente d'un enfant, non seulement pendant l'enquête de terrain, mais aussi par la suite au moment de reprendre les résultats de cette enquête. Donc dans un premier temps, mener une enquête de terrain par entretien, c'est entendre plusieurs histoires à la suite. 2 ou 3 par jour, une dizaine ou une douzaine par semaine. Et 80 en tout sur l'ensemble de la période de l'enquête. Et comme il est facile de confondre entre des comédies galantes, quand on en a lu plusieurs du même genre, si je reprends l'exemple de Spinoza dans le traité de la réforme de l'entendement, ce n'est pas sans difficulté que l'on peut saisir ce qui fait la singularité d'une histoire de grossesse, ni ce qu'elle a de commun avec d'autres, quand elle semble avoir été 1000 fois entendue. L'imagination, dans un premier temps, est amenée à confondre entre des récits semblables, entendus au gré d'une expérience errante. Comme l'écrit Spinoza, dans un corps humain, il se forme à la fois tant d'images d'hommes, par exemple, qu'elles dépassent la force d'imaginer. Non certes radicalement, mais assez toutefois pour que l'âme ne puisse plus imaginer les petites différences entre individus singuliers, telles la couleur de chacun, sa grandeur et ainsi de suite, ni leur nombre déterminé. Donc au cours d'une enquête de terrain, il est difficile d'échapper à cet état de confusion de l'imagination. La plupart des histoires se ressemblent, tout en restant différentes les unes des autres, sans qu'il soit facile au moment de les écouter de bien discerner ce qui les distingue. D'autant qu'elles sont entendues les unes après les autres au fil de l'enquête. Or, si je reviens à Spinoza, l'âme humaine a une connaissance non pas adéquate, mais seulement confuse de soi-même, de son corps et des corps extérieurs, chaque fois qu'elle perçoit les choses selon l'ordre commun de la nature, c'est-à-dire toutes les fois qu'elle est déterminée de l'extérieur par le hasard des rencontres à se représenter ceci ou cela. Donc si l'enquête de terrain favorise les rencontres avec des personnes qui attendent un enfant, elle ne suffit pas à connaître ce qui émerge des entretiens de manière adéquate, parce qu'elle est prise dans un cours temporel et contingent qui les rend confus pour l'imagination. En fait, pour comprendre ce que les histoires des personnes ont en commun et ce par quoi elles diffèrent, il ne suffit pas de se souvenir vaguement de leur discours, il est nécessaire, dans un second temps, d'écouter et de réécouter l'enregistrement des entretiens, afin de les reprendre dans un autre ordre que l'ordre temporel de l'enquête de terrain. Parce que l'âme humaine a une connaissance adéquate toutes les fois qu'elle est déterminée de l'intérieur, parce qu'elle considère à la fois plusieurs choses, à comprendre leurs convenances, leurs différences et leurs oppositions. C'est donc au moment d'analyser les données du terrain, après avoir fait l'enquête de terrain, que l'on peut avoir une idée plus adéquate de ce qui se trame dans les entretiens, en reprenant les propos non plus dans l'ordre temporel où ils ont été tenus, mais en les ordonnant en fonction de ce qu'ils ont en commun. Et c'est à ce moment que, depuis une perspective spinoziste, des processus perceptifs, cognitifs et affectifs commencent à apparaître, sous la forme de ce qu'il est possible de comparer à des thèmes et à des variations, au sens musical, d'éléments qui reviennent, mais toujours de manière différente. Donc, ces thèmes et ces variations apparaissaient déjà confusément pendant l'enquête de terrain, mais revenir sur l'enregistrement des entretiens et relire les retranscriptions permet de les voir émerger plus précisément en mettant en regard plusieurs entretiens qui ont été entendus à plusieurs moments de l'enquête. Et c'est ainsi que j'ai pu chercher à comprendre plus précisément ce qui est en jeu pendant les 3 premiers mois de la grossesse, quand les personnes craignent qu'elles ne se poursuivent pas jusqu'à la naissance d'un enfant. Parce qu'au cours de l'enquête de terrain, il s'est en effet avéré que le terme de projet d'où je suis partie, semble d'autant moins convenir pour comprendre le premier trimestre de la grossesse qu'il se complique d'une injonction contradictoire. D'un côté, il est valorisé que l'accueil d'un enfant suive d'un projet parental, que la grossesse ait été décidée et l'enfant à naître désiré,
Mais de l'autre côté, au vu des risques élevés que la grossesse s'arrête pendant le premier trimestre, il est aussi conseillé, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'attendre que les 3 premiers mois soient passés avant de se projeter vers l'avenir. Prendre une perspective spinoziste permet de mieux décrire ce qui se joue au début de la grossesse que le terme de projet, en cherchant à comprendre ce que disent les personnes de ce qu'elles vivent pendant la grossesse. Par exemple, quand Kim dit, avec un curieux lapsus, « on se projette, mais en fait c'est ça, on se protégeette, mais en se protégeant quand même ». Donc si elle se projette sans se projeter, de quoi se protège-t-elle ? Dans quelle mesure s'agit-il encore d'attendre un enfant s'il vaut mieux se protéger de ses attentes ? Et comment aller à l'encontre de ce que l'on désire et de ce que l'on espère ? Avec Spinoza, réfléchir à ces questions amène à relier le premier fil du désir d'enfant à d'autres fils affectifs, certains qui le suivent et qui en sont renforcés, comme l'espoir et l'amour pour l'objet du désir, quand il est imaginé comme un bien ou comme une joie à venir, d'autres qui les croisent et qui s'y opposent, parce que l'espoir n'allant pas sans crainte, non seulement la crainte de ce qui peut arriver de mauvais ou de triste, mais aussi la crainte du désappointement, qui va justement permettre de ne pas trop espérer de ce qui peut finalement décevoir et entraîner tristesse sur tristesse. Et au fil de ces affects, c'est finalement une première manière de vivre l'attente qui se tisse avec, donc au niveau affectif, les doutes, au niveau cognitif, les doutes, et au niveau affectif, les fluctuations de l'âme, dont le mouvement n'est donc pas seulement celui d'un balancement entre l'espoir et la crainte, mais aussi celui de la rétention, de la tension du désir, de l'amour et de l'espoir par les craintes, et notamment la crainte du désappointement. Donc de ces relations entre les affects, de leur composition et opposition, se produit une configuration dynamique de l'attente. Parce que c'est en effet à la croisée des fils affectifs du désir, de l'amour, de l'espoir, de la crainte et de la crainte du désappointement que nous pouvons comprendre une première trame de l'attente, que nous pouvons en saisir une première forme, qui est une première manière d'habiter l'attente et de l'habiter dans la tourmente. Parce que plus que les personnes n'attendent un enfant, au début de la grossesse et jusqu'à une certaine période, finalement, elles semblent plutôt attendre d'attendre, ce qui semble bien loin d'un projet rectiligne, décidé, sans heurts. Bon, cette configuration de l'attente sur laquelle je viens de revenir relève donc plutôt d'un thème que de variation, mais dans la mesure où cette forme tourmentée de l'attente dépend en grande partie de l'expérience que les personnes ont de ce qui peut arriver, qui produit plus ou moins de doutes et de craintes, que cette expérience est faite aussi d'un rapport de force entre l'espoir et la crainte, qui sont plus ou moins forts. Des variations peuvent apparaître dans la diversité, la pluralité des expériences, comme dans l'ampleur des fluctuations qui peuvent être plus ou moins grandes, et dans la puissance des rétentions qui peuvent être aussi plus ou moins intenses. Donc, aller vers le terrain, en cherchant à décrire ce qui s'y passe et à comprendre ce qui s'y trame, permet de s'adresser en retour aux personnes concernées par les résultats de ces recherches en allant à nouveau vers elles. Les professionnels de la maternité, notamment les sages-femmes et les obstétriciens, les psychiatres et les pédopsychiatres peuvent se saisir de ces résultats, des résultats de mes recherches, comme autant d'outils pour réfléchir à leur discours et à leur pratique. Ainsi, considérer par exemple que les personnes attendent d'attendre au niveau perceptif et cognitif permet de mieux comprendre que dans les premiers mois de la grossesse, elles attendent les signes qui leur disent qu'elles sont enceintes, qu'une grossesse a commencé et qu'elle va se poursuivre, des signes qu'elles cherchent à entendre, notamment des professionnels du suivi de grossesse. Au niveau affectif, cela permet de comprendre que les personnes attendent d'être moins tourmentées par les doutes et les craintes, qu'elles attendent d'être rassurées, d'être réconfortées, voire d'être soulagées, ce que j'ai appelé à partir de la théorie des affects de Spinoza, la rassurance. Or, si cette trame affective se tisse avec d'autres fils, qui dépendent de la situation historique et géographique, médicale et sociale des personnes, ainsi que de la période de la grossesse et de leurs expériences de la grossesse,
le thème de la rassurance peut parfois, en fonction de ces différentes variables, varier justement en un délire, quand la constitution affective des personnes les amène à n'entendre que ce qui va dans le sens de leur désir, ce qui peut produire des malentendus avec les professionnels qui suivent leur grossesse, notamment en cas de grossesse pathologique. Sur ce point, un chapitre d'un ouvrage collectif est en cours de publication aux éditions universitaires de Dijon, et dans ce texte, il est question d'un malentendu justement entre une sage-femme et une femme enceinte, Florence. Sa grossesse est considérée comme pathologique, mais elle ne comprend pas l'intérêt du suivi plus rapproché que les équipes médicales lui proposent pour surveiller la suite de la grossesse. Et pour ce qui est de la sage-femme, elle ne comprend pas les réticences de Florence au vu des risques pour le fœtus. Elle ne comprend pas non plus pourquoi elle ne fait pas confiance aux équipes médicales. Elle a l'impression qu'il faudrait prononcer les mots de mort fétale pour que Florence les prenne au sérieux, ce qui est pour la sage-femme un dernier recours parce qu'elle y voit beaucoup de violence dans ces mots. Et prendre une perspective spinoziste permet de ne pas en rester à ce malentendu, mais de permettre plutôt de proposer une compréhension en termes d'affect, en montrant justement les jeux de l'espoir et de la crainte qui affectent la sage-femme et qui affectent Florence. Dans ce chapitre, en fait, c'est une première tentative pour s'adresser à un public plus large que les spécialistes de Spinoza, mais il s'inscrit encore dans le champ académique. L'idée, ce serait de poursuivre cet effort pour s'adresser à des professionnels de la maternité à l'occasion de formations universitaires ou professionnelles ou à l'occasion d'une restitution auprès de la maternité hospitalière qui m'a accueillie. Les futurs parents peuvent aussi être intéressés par une approche philosophique de l'attente d'un enfant afin de s'interroger sur ce qu'ils en vivent et de mettre leur expérience en regard d'autres expériences tout en la réinscrivant dans une réflexion philosophique plus large. En ce sens, j'aimerais écrire un ouvrage qui permette d'adresser les résultats de mes recherches au grand public, ce qui implique un travail de vulgarisation qui ne soit ni une simplification excessive, ni une prise de position simpliste, donc ce qui risque d'être compliqué, mais ça peut être, il me semble, l'occasion d'explorer d'autres manières d'exprimer une réflexion philosophique et de rédiger des écrits philosophiques en passant par d'autres modes que l'expression et la rédaction académique. Bon, mais ce n'est pas pour autant que mes recherches cessent de s'adresser à un public académique, notamment aux spinozistes, parce que si je vais sur le terrain, cette allée n'est pas sans retour. Mais ce retour n'est pas non plus un retour au même, c'est un retour d'expérience. Dès lors, qu'est-ce que les résultats de l'enquête de terrain font au texte de Spinoza ? Parce qu'il ne s'agit pas de retrouver sur le terrain ce qui se conforme à des premières attentes. Si aller vers le terrain permet de voir ces idées se transformer, d'en voir d'autres prendre forme, il n'est pas non plus question de déformer les textes de Spinoza. Et en même temps, ma démarche en philosophie de terrain implique de ne pas les considérer comme un cadre indépassable. Il ne s'agit pas en effet de transposer ces textes tels quels en se contentant de les appliquer sur le terrain ou de les illustrer avec le terrain. Il semble bien plus intéressant au moment de revenir à ces textes, de les travailler en retour à la lueur de ce déplacement sur un autre champ. Mais qu'est-ce que travailler les textes de Spinoza ? Dans la mesure où je travaille moins sur eux qu'avec ces textes, qu'avec eux, ce ne sont pas les textes eux-mêmes qui sont modifiés, mais la manière dont on peut les interpréter, à la lumière des résultats de l'enquête de terrain. Il ne s'agit donc pas de dire ce qu'aurait pu penser Spinoza de l'attente d'un enfant, mais de dire ce qu'il est possible de penser de l'attente d'un enfant avec Spinoza, et ce que cela permet de penser en retour des textes de Spinoza. Donc l'une des premières opérations de ce travail consiste à traduire les textes de Spinoza, non seulement au moment de préparer les grilles d'entretien pour que les personnes qui ne parlent pas la langue spinoziste, ou du moins qui ne sont pas supposées la parler, puissent les entendre et les comprendre, mais aussi au moment d'analyser les entretiens alors qu'ils ont déjà été menés et enregistrés. Après avoir cité un extrait d'entretien, j'écris souvent que je l'entends en termes spinozistes. Cette expression, elle me semble indiquer un effort de traduction, dans la mesure où l'analyse part de ce que disent les personnes et de ce qui émerge de leur discours pour déplacer le verbatim dans un contexte spinoziste. Ainsi, entendre Kim dire « on se projette
Mais en fait, c'est ça, on se protégeait en se protégeant quand même. Donc, l'entendre dire ces termes, ce discours en termes spinozistes, c'est transposer ces propos dans la théorie des affects de Spinoza en les traduisant en termes d'espoir et de crainte de ce qu'elle imagine qui pose l'existence d'une grossesse qui se poursuit et de ce qui l'exclut. Donc, cette transposition du langage courant au concept spinoziste partage la vocation de toute traduction, chercher à restituer le sens d'une proposition en passant d'une langue à une autre. Mais ce déplacement, en amenant à considérer les discours en un sens spinoziste, pendant l'enquête de terrain comme au moment d'en analyser les résultats, fait entendre certaines choses et pas d'autres, fait voir certaines choses et pas d'autres, fait aller dans une direction et pas une autre. Donc ce travail de traduction ne va pas sans un travail d'interprétation, qui va dans un sens spinoziste. Traduire les discours en un sens spinoziste, les déplacer dans un contexte spinoziste pour les entendre avec les textes de Spinoza, c'est assumer ce déplacement du sens dans la mesure où il permet de comprendre de nouvelles choses de l'attente d'un enfant et d'interpréter de nouvelles manières les textes de Spinoza. Parce que ce travail de traduction et d'interprétation ne concerne pas seulement les propos tenus sur le terrain, mais aussi les textes de Spinoza. Les traduire pour construire une grille d'entretien, c'est déjà commencer à les interpréter en déplaçant le sens. Il ne s'agit pas en effet de lire et relire ces textes en eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, mais d'y chercher les concepts qui peuvent servir d'instruments en vue de l'enquête de terrain. Et cette intention, elle donne d'ores et déjà un sens au texte de Spinoza. Et ce travail d'interprétation se poursuit pendant l'enquête de terrain, où nous les relisons ponctuellement, puis quand nous reprenons les résultats de l'enquête de terrain, en les relisant là pour le coup continuellement. Ainsi, faire de la philosophie avec Spinoza, que ce soit en historienne de la philosophie ou en philosophe de terrain, c'est continuer d'interpréter les textes de Spinoza en cherchant à renouveler leur signification, en cherchant de nouveaux sens pour ces termes, en cherchant de nouvelles prises pour ces concepts. Déplacer les textes de Spinoza sur un terrain contemporain de manière à en faire bouger les interprétations est donc une manière, parmi d'autres, de poursuivre le travail de commentaire de ces textes. Mais cette interprétation des textes de Spinoza ne va pas sans les interroger. Comme l'écrit Pierre Macheret, encore lui, lire Spinoza, c'est tenter de penser avec lui et éventuellement contre lui. Donc si ma démarche en philosophie de terrain consiste à aller vers le terrain, en cherchant à comprendre ce qui s'y trame avec Spinoza, puis à revenir aux textes de Spinoza, en cherchant à les interpréter à partir des résultats de l'enquête de terrain, ce mouvement n'est pas sans heurts. Si frotter la pensée de Spinoza à un terrain d'enquête peut faire des étincelles, ce ne sont pas seulement des points de rencontre qui apparaissent, mais aussi des points de confrontation. Donc sans masquer ce qui peut achoper, relire Spinoza, c'est aussi interroger ces textes et ces concepts à partir de ce qui peut poser problème au moment de les faire travailler un nouvel objet. Ainsi, en faisant travailler l'espoir et la crainte, au moment de considérer les manières dont les personnes attendent d'attendre, plus qu'elles n'attendent un enfant, nous pouvons nous demander comment traduire le contra dans la proposition suivante, qui autem contra in mit vest. Donc Pierre-François Moreau traduit à l'inverse qui est dans la crainte. Et ce faisant, il souligne l'implication qu'on a vue tout à l'heure, selon laquelle il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Or, ce qui émerge des entretiens indique une autre piste pour interpréter ce contra. Et si l'espoir et la crainte étaient l'un contre l'autre, non seulement au sens de l'un à côté de l'autre, l'un n'allant pas sans l'autre, mais aussi au sens où l'un est contraire à l'autre, l'un s'opposant à l'autre. Comprendre l'espoir et la crainte comme des affects qui ne sont pas seulement le revers l'un de l'autre, mais aussi l'opposé l'un de l'autre, permet de rendre compte du rapport de force entre ces affects qui explique qu'une personne soit plutôt dans la crainte ou plutôt dans l'espoir, selon que la crainte ou l'espoir l'emporte, selon que l'imagination de la personne aille plus dans le sens de ce qui exclut l'existence de ce qu'elle espère que de ce qui la pose. Cette interprétation va dans le sens de la métaphore des vents contraires et des flots tourmentés. Quand Spinoza écrit à la fin de la troisième partie de l'Éthique, nous sommes agités par les causes extérieures de multiples façons et nous sommes ballottés comme les eaux de la mer, agités par les vents contraires,
inconscient de notre avenir et de notre destin. Cette interprétation souligne donc la force des affects et permet d'étudier la complexité de ces forces qui poussent, tirent, tendent, freinent, et de continuer ainsi à interroger les textes de Spinoza à partir des extraits d'entretien. À partir de quel moment l'espoir l'emporte-t-il sur la crainte ? Est-ce que c'est à partir de 3 mois ? Est-ce que c'est à partir de 5 mois ? Est-ce que c'est plus tard ? À partir de quel moment l'espoir l'emporte-t-il sur la crainte ? Comment peut-il l'emporter si les doutes ne sauraient être complètement dissipés, dans la mesure où nous ne pouvons pas savoir ce qui peut arriver, ou plutôt où nous pouvons toujours imaginer ce qui peut arriver de contraire à nos attentes. Dans les termes du court traité, à partir de quel moment commençons-nous à porter notre amour aux choses périssables si nous préférons d'abord les écarter ? Donc à partir du moment où nous considérons les textes de Spinoza comme des instruments de travail et des outils conceptuels, les déplacer sur un nouveau champ implique en effet de réfléchir aux manières dont ils fonctionnent et de les affûter pour mieux les utiliser. Or, cette démarche n'est pas tout à fait étrangère à l'histoire de la philosophie. Comme l'indique Pierre-François Moreau, Spinoza, dans ses textes, a mis en œuvre des concepts qui sont autant d'instruments de travail qui lui étaient utiles pour étudier les champs qui l'intéressaient, comme la politique. Dès lors, il n'est pas impossible de mobiliser à nouveau ces instruments de travail pour étudier de nouveaux champs, sans se contenter de les transposer tels quels à l'époque actuelle, mais en les travaillant en retour. Et en ce sens, les textes de Spinoza peuvent bien être considérés comme une boîte à outils, où il est possible de piocher des instruments pour en faire de nouveaux usages, et ainsi, comme l'indique Spinoza dans le traité de la réforme de l'entendement, pouvoir pousser plus loin sa recherche. Mais comment se servir des textes de Spinoza sans transformer ni déformer ces instruments de travail, comme les concepts d'espoir et de crainte ? Il semble que l'éthique peut d'autant plus être lue comme une œuvre ouverte que Spinoza lui-même ouvre son texte à de nouvelles manières de le lire, en nous invitant à relier les affects selon de nouvelles compositions. Je cite l'éthique. Les affects, à la fin de la troisième partie, les affects peuvent se composer les uns avec les autres de tant de façons, il peut en être tant de variations qu'ils ne peuvent se définir par aucun nombre. Donc avec Spinoza, penser l'attente d'un enfant, c'est lire et relire ces textes en les reliant différemment. Cela m'a amené à tisser non seulement des trames qui permettent de comprendre l'attente d'un enfant en un sens spinoziste, mais aussi une trame spinoziste de l'attente, qui permet de relire autrement Spinoza en reliant ses concepts, notamment en composant et en opposant les affects. Ainsi, bien qu'il ne soit pas question d'attente chez Spinoza, il est possible de penser un concept d'attente avec Spinoza, ce que lui-même ne semble pas interdire au moment d'écrire « J'ai montré les principaux conflits du cœur et non pas tous ceux qui peuvent exister ». Comme nous l'avons vu, l'un de ces conflits du cœur que nous pouvons penser avec Spinoza consiste à attendre d'attendre. Donc dans cette expression attendre d'attendre, le premier attendre renvoie à une première manière d'habiter l'attente dans les doutes, l'espoir et les craintes, quand les personnes fluctuent entre un élan porté par l'espoir de ce qu'elles désirent et ce qui retient ce mouvement, alors qu'elles imaginent ce qui en exclut l'existence. Dès lors, la crainte et la crainte du désappointement l'emportent, suivant d'abord les mouvements tourmentés des affects, puis ensuite le calcul rationnel et passionnel de la moindre peine. Il vaut mieux attendre d'attendre pour se protéger d'une joie inconstante, d'un espoir excessif et d'attente illusoire, en anticipant un revers de fortune et en évitant ainsi la tristesse d'un éventuel et brutal désappointement. Qu'il s'agisse d'ailleurs d'attendre que la grossesse se poursuive jusqu'à la naissance d'un enfant en bonne santé, ou d'avoir des attentes plus précises, voire plus rigides, qui risquent d'autant plus d'être déçues. Donc les affects qui contrarient l'attente sont d'autant plus forts qu'en début de grossesse, les affections sont faibles, les perceptions rares et les imaginations fantomatiques. Il peut donc sembler d'autant plus vain de se projeter qu'il n'y a pas d'objet ou pas grand-chose à attendre. Mais si les craintes l'emportent sur l'espoir, le désir n'en reste pas moins persistant et résistant. Dans la mesure où la grossesse est désirée, l'espoir est moins à l'arrêt qu'en suspens, finalement. Mais ce qui est désiré, espéré, attendu avant la naissance d'un enfant, c'est de pouvoir l'attendre. Attendre d'attendre, c'est donc attendre dans la tourmente,
d'attendre avec espérance. Le deuxième attendre renvoie donc à une deuxième manière d'habiter l'attente une fois passé le seuil de l'espérance. Ce passage est fait de rassurance, c'est-à-dire de la réduction progressive des doutes et des craintes, et de l'augmentation progressive de l'espoir au fur et à mesure que les personnes se représentent, ce qui pose la présence d'un corps qui prend forme, au fur et à mesure des perceptions de la grossesse. Les battements d'un cœur, les mouvements d'un corps, les images d'une figure qui semble humaine. Si la naissance s'annonce et que les personnes s'avancent, se projettent, ce n'est donc pas suite à une décision volontaire, mais par la force des choses, qui viennent renforcer leur espoir, les entraînant vers un avenir de plus en plus proche, de plus en plus imminent. Bien que les doutes et les craintes ne sauraient être totalement réduits, l'espérance se produit quand les raisons d'y croire et d'espérer l'emportent sur les raisons de douter et de craindre. Dès lors, l'espérance se porte avec joie et amour vers ce qui est en devenir et vers ce qui va advenir, parfois avec impatience, en cherchant à déterminer ce qui est encore indéterminable, ou bien avec patience, en prenant le temps d'attendre ce qui ne peut pas ne pas avoir une part d'inattendu. Ma démarche, donc en philosophie de terrain, consiste à partir d'un problème contemporain posé en termes spinozistes, puis de proposer des pistes de questionnement en lisant les textes de Spinoza, de manière à ouvrir des perspectives pour constituer un terrain d'enquête philosophique et mettre en place des entretiens en maternité hospitalière. Dans un premier temps, il s'agit de mobiliser les textes de Spinoza comme des instruments pour chercher à comprendre ce qui se trame sur le terrain, et dans un second temps, à partir de ces analyses des résultats de l'enquête de terrain, à travailler les textes de Spinoza, en reliant ces concepts en de nouvelles trames perceptives, cognitives et affectives. Et en fait, c'est dans ce mouvement d'aller et retour que le terrain apparaît depuis des lunettes spinozistes, de manière à le voir depuis de nouvelles perspectives, et que ce terrain éclaire les textes de Spinoza sous un nouveau jour, de manière à les relier différemment et à y voir apparaître de nouveaux reliefs. Ainsi, je prends tour à tour une perspective spinoziste sur le terrain d'enquête et une perspective actuelle sur les textes de Spinoza qui sont traduits, interprétés, interrogés, relus et reliés sous l'éclairage des résultats de cette enquête. Et il me revient d'assumer cette double posture. Mes recherches sont des recherches de terrain que je constitue et analyse en philosophe et en spinoziste, et des recherches sur les textes philosophiques de Spinoza que j'interprète et travaille depuis un terrain contemporain. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Merci beaucoup, Maud Benetro, et bonjour aux nouveaux arrivants. Déjà maintenant depuis un moment. Donc, merci beaucoup pour cet exposé, très intéressant, qui donne beaucoup à réfléchir et qui, évidemment, d'un point de vue, d'un séminaire de philosophie spinoziste, a quelque chose d'un petit peu déstabilisant par rapport à des choses qu'on entend d'habitude, dans la mesure où, effectivement, il y a votre aller et votre retour. Mais je trouve que vous avez très bien, votre formule centrale, évidemment, d'attendre d'une certaine façon, qui est très remarquable. Et puis il y a aussi, tout ce nouage que vous avez fait entre les affects, la crainte, l'espoir, leur complexité variable. Et puis ensuite, toute cette perspective méthodique, c'est-à-dire de traduire, de transcrire, comme vous l'avez dit, pour un public plus large, des concepts spinozistes. C'est des choses auxquelles on ne peut pas rester indifférent dans la mesure où on fait de la philosophie, où la philosophie a toujours une dimension universelle et dans la mesure où on peut toujours souhaiter qu'elle influe sur le monde de tous les jours. Alors d'ailleurs, on en a des exemples quotidiens, puisque au fond, si vous voulez, tout notre vocabulaire, puis toute notre pensée, forcément les choses vont ensemble, ont toujours été structurées par des concepts philosophiques, qu'on en soit conscient ou non. À chaque fois que nous parlons en termes de puissance, de possibilité, de potentialité, de disposition, etc., nous sommes aristotéliciens
sans trop le savoir. À chaque fois que nous parlons en termes de déconstruction, eh bien, ce qui est très à la mode actuellement, eh bien, nous sommes déridiens évidemment sans le savoir ou en le sachant d'un petit peu loin. Donc effectivement, pourquoi ne pas introduire un spinozisme quotidien, si je veux dire, ou du quotidien? Ouais, c'est une tentative qui est intéressante et je trouve que l'avoir posée dans le cadre de ces maternités, de ces grossesses, de ces attentes d'enfants était vraiment très intéressant. Bon, maintenant, j'aurais quelques questions à vous poser. Je suppose que le public en aura aussi. Donc, je vais en lancer une ou deux pour commencer, et puis après, on verra. D'abord, question un petit peu triviale, mais qui, à mon avis, n'a pas de... Enfin, vous n'avez pas été particulièrement clair là-dessus. Est-ce que vous avez interrogé seulement des mamans ou aussi des pères? Oui. Est-ce que c'est pas un peu genré votre affaire? Parce que il y a une façon peut-être féminine d'attendre un enfant, mais peut-être aussi que le père aussi attend un enfant. Donc, où est-ce que vous avez problématisé cette affaire ou pas du tout? Oui, 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 bien sûr. C'est vrai que je l'ai pas précisé pendant mon intervention parce qu'il y a déjà beaucoup de considérations d'ordre méthodologique pour représenter une démarche qui peut en effet paraître un petit peu étrange. Mais oui, j'ai l'idée de départ au moment de construire, de préparer l'enquête de terrain, c'était de se dire je vais interroger en effet des femmes enceintes et leurs conjoints. Parce que ce sont ces deux personnes qui attendent en effet un enfant dans notre contexte, dans le contexte actuel en France aujourd'hui, disons, parce que c'est les personnes qui vont assumer l'autorité parentale, du point de vue du cadre voilà, simplement juridique, et c'est aussi, dans le point de vue des mœurs, des normes sociales, c'est aussi les personnes autour desquelles est constituée la famille mononucléaire d'aujourd'hui. Donc oui, évidemment, les hommes qui attendent des enfants étaient tout à fait, enfin, faisaient partie de l'étude, on va dire ça comme ça. Et j'en ai rencontré en fait beaucoup, des couples, parce que en allant en maternité, j'avais des entretiens avec les personnes à la suite de leur consultation de suivi de grossesse. Et en fait, il s'avère qu'il y a beaucoup de conjoints qui accompagnent leur conjointe à ces consultations. Donc j'ai eu, oui, quand même beaucoup de rencontres avec non seulement une femme enceinte, mais aussi son conjoint. Alors, j'ai pas rencontré de couple homosexuel, dans la mesure où c'est possible aujourd'hui, mais en effet, statistiquement, c'est très rare. Donc, même en passant plusieurs mois en maternité, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer deux femmes qui attendent un enfant. Mais bon, est-ce que cela aurait changé quelque chose? Je ne sais pas. Voilà, la question reste ouverte. En tout cas, pour ce qui est de la prise en compte du genre dans l'attente d'un enfant, c'est vrai que je n'ai pas utilisé cette catégorie sociologique là directement, premièrement, même si je l'ai prise en compte dans ma façon d'analyser les entretiens. Mais c'est vrai qu'il y avait cette question de qu'est-ce que ça fait en fait au corps d'attendre un enfant. Et c'est vrai qu'une femme enceinte, puisque c'est elle qui porte l'enfant, qui va être enceinte, qui va en effet, qui porte la grossesse, qui vit la grossesse dans son corps, c'est en effet une manière différente d'attendre par rapport à un homme qui n'est pas contraint par la grossesse, dans le sens où voilà, il peut très bien s'en éloigner, alors que pour une femme, ça va être plus compliqué de la poser à côté pour un temps. Par contre, c'est vrai que il y a eu quelques hommes qui pouvaient dire oui, moi je m'en rendrai compte quand que j'ai un enfant, je réaliserai quand il tombera dans mes bras à la naissance. Mais finalement, ces mêmes personnes, en fait, au cours de l'entretien, parlaient de diverses manières d'être affectées par ce corps qui prenait forme, avec les échographies, par exemple. C'est un des moments où les conjoints sont présents et ils voient en effet une figure qui prend forme, quelque chose qui prend peu à peu forme humaine, sans avoir complètement ce qu'on imagine d'un humain, mais quand même un petit peu. Et il va dire ah oui, quand même les échographies, ça m'a fait quelque chose de toucher le ventre, de sentir, ça fait quelque chose de préparer aussi la naissance. Bon, les hommes souvent, c'est ce qui se disent les sociologues, mais vont
par exemple faire des travaux, aménager la chambre, faire une classe à ce niveau-là. Et en fait, finalement, il y a aussi des manières d'attendre et d'être affecté même sans grossesse. Donc en effet, ça faisait partie des choses que j'ai étudiées et analysées à certains moments dans ma thèse. J'ai encore une petite question, et puis après je laisse promis la parole au public. Oui, parce que en fait ma question, si vous voulez, c'était évidemment une question pragmatique si on veut, mais en fait je me doutais bien que c'était pas une distinction terriblement pertinente, c'était juste un peu pour voir, quoi. Mais en fait, j'avais un peu une question de derrière, comme souvent dans ces cas-là, et la voici. Je me suis demandé, tout en vous écoutant, s'il n'y avait pas, puisqu'on fait un séminaire de philosophie spinoziste, s'il n'y avait pas une façon masculine, enfin, ou si vous voulez, philosophique, enfin, donc non féminine, d'attendre un enfant de façon, si j'ose dire, substitutive, puisqu'effectivement, les hommes ne font pas d'enfants au sens où ils ne les portent pas dans leur ventre. Mais donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a, et quel serait-il dans ce cas-là, une sorte d'équivalent, soit littéraire, soit philosophique, mais puisqu'on fait de la philosophie ici, parlons de philosophie, à cette attente d'enfant. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai un petit peu scanné mes références et mes connaissances, évidemment en parlant aussi de Spinoza, mais justement, ce qui m'a frappé, c'est que c'était d'autres philosophes que Spinoza qui auraient pu bien correspondre à cette question de l'attente d'un enfant. Alors je vais prendre deux exemples, ou trois. D'abord, on aurait pu penser à Nietzsche, puisque au fond, tout le Zarathustra, si vous voulez, ça pourrait, c'est une façon pour moi de résumer le Zarathustra, je pense qu'on pourrait le résumer par attendre un enfant. Parce qu'au fond, si vous voulez, tout le progrès de Zarathustra, toute cette progression dans la vie, revient finalement à attendre et à espérer cet enfant qui arrive, c'est-à-dire cet enfant qui est l'innocence même, celui qui va dire ya, oui, le oui au monde, et qui évidemment correspond chez Nietzsche à l'amor fati, amour du destin, amour de ce qui est, irresponsabilité, innocence, et donc cette idée qu'au fond, tout culmine dans l'arrivée d'un enfant. Et c'est un petit peu, d'une certaine façon, ce qu'on a fêté il n'y a pas si longtemps que ça avec Noël. Si vous voulez, nos civilisations, dans leur ensemble, semblent mettre au sommet quand même de leurs attentes, puisque vous employez le terme, un petit enfant dans un petit berceau, dans une crèche, entouré par un âne, un chien, un âne, un bœuf, et les rois mages qui viennent évidemment s'incliner devant le petit Jésus. Et donc, attendre un enfant, c'est quand même très présent dans notre civilisation, mais je dirais de façon non féminine, de façon, je dirais, civilisationnelle, comme si c'était le but ultime. Et donc, ensuite, j'ai pensé à... Donc, je me suis demandé, est-ce que vous pourriez, par exemple, faire une lecture spinoziste d'une telle chose, c'est-à-dire, est-ce qu'au fond, parce que Spinoza a beaucoup aimé le Christ, auquel il s'identifiait, pour ainsi dire, donc, est-ce qu'on peut considérer que le sage spinoziste, c'est une hypothèse absurde, hein, je m'en doute, mais je ne sais pas, ça m'amuse de vous la poser, le sage spinoziste pourrait-il être conçu à la façon de l'enfant attendu, c'est-à-dire quelqu'un qui serait délivré de certaines contingences, de certaines peurs, de certaines responsabilités, etc. Bon, donc, la lecture Nietzsche, Christ, Spinoza, Jésus, est-elle acceptable? Une autre, ce serait, par exemple, la fin des j'ai dit quelque chose qui déplaît, j'espère pas. La fin des données immédiates de la conscience, où Bergson représente... Non, à la fin du rire, pardon, excusez-moi, de Bergson, où Bergson représente un enfant au bord de la mer, et qui se penche au bord de l'eau et recueille un peu d'eau de mer et de l'écume que font les vagues, et puis pour goûter. Et il y a cette très très belle fin du livre où il dit un enfant qui est accroupi au bord de l'eau et qui ramasse un peu d'écume, ça pétille, c'est de la gaieté, etc. C'est le rire humain, mais quand il goûte, il trouve que c'est un peu salé et un peu amer. Donc, vous avez le personnage de l'enfant en terminaison du livre, et qui est un personnage qui évidemment est le philosophe. Hein. Donc le philosophe, moi j'ai toujours aimé personnellement le comparer au conte d'Andersen, c'est-à-dire l'enfant, c'est-à-dire celui qui dit le roi est nu,
C'est celui qui voit ce que les adultes ne voient pas, qui est un personnage conceptuel, si on veut parler comme Deleuze. Donc encore une fois, j'ai l'impression que dans la philosophie, il y a une espèce de construction ou de fantasme, si vous voulez, qu'on trouve chez Nietzsche, qu'on trouve chez Bergson, d'attendre un enfant, que l'enfant viendra vraiment dire la dernière chose. Et enfin, un troisième exemple, que vous n'avez pas du tout mentionné, mais bon, on ne peut pas tout mentionner, bien sûr. Hein. Je pensais à Derrida, vous voyez, parce que Derrida est quelqu'un qui, vous avez beaucoup parlé d'événementialité, d'événements, etc., de quelque chose d'imprévu qu'on ne peut pas prévoir. Et toute la théorie de l'hospitalité, et notamment de l'hospitalité inconditionnelle chez Derrida, c'est-à-dire en réalité toute la théorie de l'événement, c'est bien une théorie de l'accueil d'un enfant. Derrida, il revient très très souvent, il dit accueillir un étranger chez moi, l'hospitalité, c'est une forme évidemment d'hospitalité, mais on peut toujours choisir, fermer sa porte, enfin, tandis qu'un enfant qui arrive, c'est une hospitalité inconditionnelle. On peut toujours, ça arrive, mais disons que c'est beaucoup plus difficile à envisager de le refuser, et c'est quelque chose qui débarque chez vous, et en réalité en vous, et qui, chez Derrida, est la forme même de l'accueil. Il a une très belle formule, Derrida, il dit s'attendre à l'arrivée. S'attendre à l'arrivée. Quand vous rencontrez quelqu'un dans une gare, vous dites on va s'attendre à l'arrivée, au point d'arrivée. Mais Derrida, il détourne cette formule, il dit l'idéal, enfin l'événementiel, c'est s'attendre à l'arrivée, ou à l'arrivance, ou à la naissance, en quelque sorte, l'arrivée, celui qui arrive. Et donc voilà, je me demandais si vous aviez fait un sort ou consacré des réflexions dans votre phénomène de retour sur les textes à ces figures, si disons, substitutives, philosophiques de l'attente d'un enfant telles qu'on les rencontre dans notre tradition. Et j'en ai certainement oublié un grand nombre. Mais est-ce que ça... Alors oui, après c'est plutôt un point d'où je suis partie. En réalité, pour le coup, c'est plutôt partie des points de départ, parce qu'en effet, je me suis dit, finalement, les philosophes, en effet, ont beaucoup parlé de grossesse, de naissance, depuis Socrate qui disait, voilà, et la maïotique, qui dit en effet, finalement, on accouche des idées, on fait accoucher des idées, comme sa mère qui était sage-femme. Mais en fait, je me suis dit, puis bon, Nietzsche, j'avais un peu parcouru aussi, mais je me suis dit, en fait, ce serait intéressant de voir la naissance, justement, pas seulement comme une métaphore, pas seulement comme un personnage conceptuel ou comme une figure ou comme quelque chose, mais de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se joue au moment de la naissance concrètement ? Parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, on considérait la naissance, les philosophes vont considérer la naissance et vont la tirer vers quelque chose, en effet, de spirituel, qui va souvent jouer sur le thème de la renaissance, du miracle, comme justement voilà, la naissance de l'enfant Jésus. C'est la renaissance, c'est le miracle qui revient à chaque fois. Le commencement absolu, jusqu'à Hannah Arendt. Hannah Arendt qui pour le coup s'est intéressée aussi à la naissance en se disant en fait la naissance c'est le moment où il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans le monde, et elle en fait encore une fois une métaphore, hein, elle aussi, elle en fait la métaphore de l'action. Elle va dire en fait on est au monde comme on agit au monde, c'est le moment où on arrive de façon nouvelle. Et d'ailleurs, elle dit, voilà, en fait, la naissance d'un enfant, comme l'action d'un humain, c'est un miracle. Et en fait, moi, ce miracle, alors peut-être en tant que spinoziste invétéré, mais du coup, il me gênait un petit peu, parce que je me suis dit, mais en fait, un miracle, finalement, c'est ce qu'on ne comprend pas si on voit le traité théologico-politique. Le miracle, c'est ce dont on ne comprend pas les causes. Je me suis dit, mais en fait, peut-être que justement, aller sur le terrain, voir comment les personnes attendent un enfant, voir comment les choses qui reviennent, les choses qui sont différentes en fonction des milieux des personnes, de leur trajectoire, etc. Peut-être que ça permettrait d'appréhender la naissance de façon plus concrète, justement, voilà, après, au terme d'une grossesse,
par rapport à, voilà, à la façon dont on peut la vivre aujourd'hui, par rapport aux normes qui sont celles d'aujourd'hui, et voilà, en se disant, voilà, dans une perspective spinoziste, bon, on va essayer d'expliquer les miracles, quoi, d'une certaine manière. Donc, voilà, du coup, je me suis un petit peu écartée de cette série de textes, mais qui sont très, très riches par ailleurs. Mais c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était moins, voilà, une pensée de la Renaissance que les conditions concrètes de la naissance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? C'est pas une question, je voudrais absolument abonder dans votre sens. Je vous remercie, je trouve que c'est vraiment extraordinaire, parce que finalement, au lieu de la métaphore, je suis entièrement d'accord, vous allez du côté du charnel, du côté du corps. Hein. Et là, j'ai été frappée par votre façon, d'une certaine manière, de, au fond, ne pas qualifier de féminin, hein, cette attente de l'attente. Et moi, j'y retrouve quand même cette opposition traditionnelle, philosophique, effectivement, extrêmement ancienne, qui met évidemment les femmes du côté du corps et les hommes du côté de l'esprit. Hein. Il y a cette sous-jacente, hein, cette tradition qui me paraît, en ce moment, à la Comédie Française, on rejoue le soulier de satin, n'est-ce pas, et qui me paraît justement aboutir dans ce divorce, hein, à la Vierge Marie. Hein. Voilà. Et moi, je trouve que votre démarche, qui consiste à partir du concret, hein, et justement avec les questions, ça me paraît justement extrêmement novateur dans le domaine justement de la philosophie. Et le moment où effectivement les femmes, dans leurs conditions, hein, peuvent aussi se saisir de la philosophie. J'emploie le mot saisir d'une façon qui n'est pas innocente. Voilà. Donc voilà si vous voulez, ma réaction vis-à-vis de votre démarche. Voilà. Merci beaucoup pour cette réaction. Oui, puis le corps, encore une fois, il y avait au sens spinoziste, je trouve que ça importe aussi beaucoup de choses, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y avait la phénoménologie aussi, j'en ai parlé rapidement au début de mon intervention, mais c'est vrai que la phénoménologie, bon, abondait quand même il y a tout un côté, dans le premier numéro de la revue Alter était consacré à la naissance, mais c'est vrai que tout de suite on tirait vers la pensée de la Renaissance qui paraissait quand même assez abstraite, même si ce qui avait son intérêt, mais voilà, ça ne paraissait pas parler de comment se déroule la naissance justement concrètement, corporellement. Et il y a des recherches plus récentes en phénoménologie qui ont été faites notamment en Suède et aux États-Unis, qui se sont intéressées à la phénoménologie de la grossesse, à la phénoménologie de la maternité, de la naissance, etc. Donc j'ai lu tout ça, j'ai parcouru, et je me suis dit, en fait, c'est drôle parce que on traite encore plus de sujets incarnés que vraiment de corps. Et en fait, avec Spinoza, je trouve que justement, à partir du moment où on s'intéresse à qu'est-ce qui fait un corps au niveau presque biologique, à partir de quel moment, par exemple, il y a deux corps, en fait, quand on est enceinte, ça occupe toute la première partie de ma thèse, à partir de quel moment un corps, on peut dire qu'il y a deux corps, à partir de quel moment un corps se forme, un corps se sépare d'un autre. Et en fait, étudier cette question avec Spinoza, c'est intéressant parce qu'il permet de voir justement au niveau biologique, mécanique, comment ça se passe, au niveau affectif, c'est-à-dire au niveau des perceptions qu'une femme enceinte a du corps qui se forme en elle, à partir de quel moment pour elle ça devient un corps distinct, et à la fois, en effet, dans le concept de corps Spinoza, donc il n'y a pas seulement le côté corps biologique, le corps perceptif, il y a le corps qu'on vit, etc. Puis voilà, le corps dans ses relations aux autres. Voilà, donc ça permettait en plus de développer ce concept de corps et de s'en saisir tout en le faisant rayonner d'une certaine manière. Et si vous me permettez, quand on touche justement cette question du corps,
et comme vous dites, effectivement, des deux corps, etc., on touche philosophiquement à la question même de l'origine, hein. Voir l'origine, hein, le tableau de Courbet, hein, voir la façon dont effectivement l'origine est reportée sur les femmes, effectivement la pensée, hein, de l'enfant, voilà, toute la charge mentale de l'enfant, hein, qui est une façon quand même de se dégager de l'origine charnelle. Voilà, et c'est là où je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a cette recherche extraordinaire que permet Spinoza. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, Nicolas Mathé, oui. Merci beaucoup, Maud, pour l'intervention. J'aurais une question d'abord de méthode, peut-être en repartant de votre ouvrage là, que vous avez coordonné. Je le montre pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, que Maud a coordonné donc, en 2023 aux presses universitaires de Dijon. Question sur la philosophie de terrain. Est-ce qu'elle est forcément spinoziste d'inspiration là, dans toutes les contributions qui en font partie? Une première question. Alors non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour le coup, c'est une question à laquelle je peux répondre. Non, c'est en fait, c'est pour ça que je me suis pas attachée à décrire plus avant ce que c'était que la philosophie de terrain en général, que j'ai voulu quand même montrer un petit peu une manière de la pratiquer, voilà, à travers ma démarche que je me suis attachée à décrire. Mais il y a plusieurs manières de pratiquer la philosophie de terrain. Déjà, le fait de lier voilà, l'histoire de la philosophie, des textes classiques en philosophie à un terrain contemporain, en fait, peut se faire de différentes manières. Hein. J'ai une collègue et amie, Margot Dubar, qui a fait sa thèse à partir des corpus de Malebranche et Pascal sur l'addiction, pour expliquer comment ce processus de l'addiction, et elle, pour le coup, elle allait en service d'addictologie pour mener ses recherches. Donc c'est encore une autre manière de faire, voilà, qui va choisir d'autres auteurs. Après, les auteurs des siècles classiques s'y prêtent bien. Il y a des manières aussi de faire avec beaucoup plus d'auteurs, des manières de faire aussi complètement plutôt du côté philosophie générale, plutôt avec un positionnement peut-être plutôt philosophie sociale, philosophie politique également. Enfin, en fait, c'est vrai que dans cette question de la philosophie de terrain, on s'est dit, ce manifeste pour une philosophie de terrain, c'était l'occasion de réunir toutes les manières de faire, de pratiquer la philosophie en allant sur le terrain, mais on voit que oui, c'est très varié et divers, et du coup ça ouvre quand même à plusieurs démarches parce que c'est très créatif. Voilà, c'est très créatif comme façon de faire. Une autre question sur les professionnels de la naissance. Oui. Quelle a été leur réception quant à tes entretiens? Est-ce que tu as parlé aussi de vulgarisation comme une traduction? Oui. Auprès des parents comme auprès des soignants? Est-ce que c'était le même geste de traduction? Alors, dans la mesure où il fallait parler le langage courant à ce niveau-là, oui, c'était le même geste de traduction. Après, avec les professionnels de naissance, bon, évidemment, elles faisaient partie du terrain dans le sens où elles y travaillaient, ou moi-même je faisais partie du terrain, où on observe un petit peu tout et soi-même aussi quand on y est. Mais c'était, elles avaient plus la fonction de collègues, d'aide. Donc j'étais avec des personnes que j'avais déjà rencontrées lors d'un précédent stage de terrain, qui m'ont accueillie à nouveau, qui m'ont aidée, quoi. Elles avaient vraiment un statut ces personnes qui ont les trousseaux de clés, qui vous ouvrent ce qu'elles peuvent vous ouvrir pour que vous puissiez explorer sur le terrain. Donc j'ai présenté mes recherches brièvement, puis en plus à l'état où elles étaient avant de faire l'enquête, ce qui était un état très embryonnaire, parce que c'est vrai que sans enquête de terrain, moi pour ma part, je pouvais pas travailler, je pouvais pas mener mes analyses. Après, je leur ai aussi donné quelques articles que j'avais écrits, notamment un article sur l'admiration pour le nouveau-né, donc là pour le coup après la naissance,
notamment un article sur l'admiration pour le nouveau-né, qui a été publié dans le bulletin de l'Association des Amis de Spinoza. Mais c'est aussi le moment où je me suis rendu compte que c'était trop académique en fait, comme langage pour pouvoir être... elle comprenait des choses bien sûr, mais il faut aussi pouvoir s'adresser en fait à différents publics pour que ce soit mieux reçu. Et pour qu'elle puisse aussi s'en saisir sans faire partie nécessairement ni de l'université, ni du champ des études spinozistes. Donc c'est aussi ce moment-là où je me suis dit, oui, en fait, elle se montre intéressée par mes recherches, enfin certaines évidemment, certaines sages-femmes, certaines pédopsychiatres avec qui je travaille se montrent intéressées par mes recherches. J'aimerais pouvoir m'adresser à elle, il va falloir que je trouve quelque chose. Mais bon, ça vient du coup que maintenant, quoi, une fois que les recherches sont mises en forme, ont une forme académique. Voilà. Il n'y a pas eu d'initiative de créer un pôle permanent de formation des sages-femmes, des soignants, comme on avait reçu Julie Henry qui nous en avait parlé à Lyon, je crois, dans un hôpital qui était un groupe d'échange de pratiques avec les soignantes, les infirmières surtout. Et il n'y a pas eu d'initiative de la sorte. Non, il n'y a pas eu d'initiative de la sorte. Peut-être question de moyens, question de conditions, question de... Vous savez que je connaissais quelques personnes, mais institutionnellement, j'étais peut-être pas assez inscrite non plus dans la maternité. Après, voilà, c'est des choses que j'essaye de penser. Là, je vois en effet pour participer à des formations dans le cadre de diplôme interuniversitaire, par exemple. C'est des choses qui sont en cours. Et qui se sont déjà faites avec Julie Henry notamment. On a donné toutes les deux un cours à l'ENS de Lyon dans le parcours approche plurielle de la santé qui s'est adressé en fait à des professionnels de santé et à des étudiants et étudiantes de philosophie. Et où on a parlé du début et de la fin de vie, et c'était aussi une façon d'échanger à propos de toutes ces questions. Et c'était passionnant, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de discuter, d'échanger avec plusieurs publics. Est-ce qu'il y a d'autres demandes, d'autres questions? Non? Monsieur? Non? Non? Moi j'en aurai encore une alors. Oui, donc vous avez souvent utilisé ce qu'on pourrait appeler en fait, ce qui serait légitime d'appeler la méthode du langage ordinaire. C'est-à-dire que vous voulez souvent savoir ce que disent effectivement les gens. Que dit-on quand? Dans telles circonstances, que prononce-t-on, que ne prononce-t-on pas? Alors si vous voulez, je trouve ça particulièrement intéressant, surtout venant d'un point de vue spinoziste, parce que de façon assez inattendue, c'est une lecture de Spinoza qui n'est pas tellement développée, que moi j'ai plus ou moins caressé l'idée de développer un jour, puis je ne sais pas si je le ferai parce que j'ai assez écrit sur Spinoza maintenant pour me satisfaire, mais je pense qu'il serait intéressant de prendre au sérieux le fait que le spinozisme pourrait être envisagé comme ayant une approche de philosophie du langage ordinaire, c'est-à-dire se posant souvent que disons-nous quand? Dans quelles circonstances employons-nous tel mot et pas tel autre? Et si vous voulez, si vous regardez par exemple le traité politique, donc que j'ai traduit aux presses universitaires de France, eh bien Spinoza dit toujours, on emploie généralement le mot État dans certaines circonstances, on emploie le mot souveraineté dans d'autres circonstances, on emploie le mot imperium. Donc il s'interroge sur les usages du langage ordinaire, mais on pourrait même aller au-delà, c'est-à-dire que il transforme parfois l'usage du langage ordinaire dans la mesure où, par exemple, sur nature naturée, nature naturante, et je ne sais pas si vous avez fait la remarque vous-même, mais on attribue généralement le mot nature à un ancien dérivé du verbe naître, naskor, même si ça se discute étymologiquement. Et donc, eh bien, il donne des définitions. Et ces définitions ne sont pas toujours celles qui sont reconnues par l'usage. Donc parfois il reconnaît l'usage, parfois il s'en écarte. Enfin, la question de ce qu'on doit dire quand, de ce qu'on ne doit pas dire quand, et si c'est important ou pas, est très présente chez lui. Donc je pense qu'il y aurait beaucoup à gagner à
à faire ce retour, comme vous dites, du langage ordinaire sur Spinoza. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé, commencé, fait ou pas? Non, enfin, comment ça se présente? Non, c'est pas quelque chose que j'ai envisagé pour le moment, donc c'est une bonne idée, merci. Et ça touche en effet, oui, les questions de on cherche, on étudie, enfin, parce que c'est que j'étudie les discours, donc ce que disent les personnes de ce qu'elles vivent, et non pas ce qu'elles vivent, ce qu'elles pensent, parce qu'en fait, voilà, ça dépend de ce qu'elles en disent. Alors, il y avait quand même quelque chose justement à ce niveau de ce qu'on doit dire, ce qu'on dit finalement, peut-être pas. Bon, sur par exemple ce terme de projet, c'est vrai que si je m'en suis écartée, c'est parce qu'il ne venait jamais dans les entretiens. Enfin, autant c'est un terme qui vient beaucoup dans les textes normatifs, autant dans les entretiens, au moment de discuter d'une grossesse, de l'attente d'un enfant, c'est un terme qu'on retrouve très peu. Donc là, on voit qu'il y a un écart entre ce qu'on doit dire, par exemple, quand on est dans un entretien avec un professionnel, une professionnelle de la grossesse, où on doit montrer, voici notre projet de naissance, etc. Bon, là, on doit dire ça et ça va en effet se mettre dans ses coordonnées, mais finalement, dans l'entretien avec la stagiaire en philosophie, comme présentait la sage-femme avec qui je travaillais, là, c'est vrai que le devoir dire, au début, c'est un petit peu, mais au fur et à mesure, le devoir dire non, il disparaît pas parce qu'on reste dans une interaction sociale, mais en tout cas, c'est plus ce devoir dire-là. Et c'est vrai que je me suis dit, donc on peut avoir une autre perspective et se dire, ah oui, donc là, il n'est plus question de projet, de quoi il est question, de quoi on parle, quels sont les mots qui sont prononcés, etc. Donc, il y a quand même une approche du langage qui m'a intéressée, mais de façon, on va dire, peut-être un peu naïve, et c'est pour ça aussi que ce serait intéressant de s'y pencher davantage. Et de la même manière, la question du récit aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que j'ai dit, en effet, racontez-moi, et en effet, il me racontait des histoires, des histoires, je me suis fabulée, mais voilà, il y a quand même un récit de la grossesse, un récit qui se poursuit. Alors en plus au début c'est en effet le récit, ce qu'on doit dire, donc le test de grossesse, on a toutes les étapes qui revenaient en fait dans tous les entretiens, et puis au fur et à mesure de l'entretien, là le récit se déséquilibre un peu, on reprend plus tout à fait les mêmes étapes, et là on sent que ça devient quelque chose de plus personnel, et ça m'intéresserait aussi d'aller voir du côté des outils de la narratologie, pour voir un peu mieux comment saisir tout cela. Donc oui, complètement, pour voir un peu plus ce qui se passe du côté des discours, du verbatim, comme on dit, ce serait intéressant. Oui, ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est quand même une question qui est sensible, parce que quelle valeur on accorde au langage ordinaire? C'est traditionnellement, dans la philosophie, il y a un mépris pour le langage ordinaire, puisqu'il y a cette idée qu'au fond, le langage ordinaire, le langage de tous les jours, ce que disent les gens, ça doit être rectifié. Il faut employer des mots plus savants, plus précis, il faut se méfier des discours stéréotypés, il faut se méfier des expressions toutes faites, il faut se méfier des préjugés. Donc d'une certaine façon, toute la philosophie s'est toujours construite contre le langage ordinaire. Mais assez bizarrement, et depuis le début du XXe siècle, il s'est créé toute une branche de la philosophie qu'on appelle la philosophie du langage ordinaire, et qui redonne une certaine valeur au langage ordinaire. Mais personnellement, je suis tout à fait favorable à cette évolution, et j'écris beaucoup de travaux là-dessus. Mais si vous voulez, il y a des protocoles, c'est-à-dire vous ne pouvez pas reconnaître comme valable n'importe quel langage ordinaire. Donc vous allez accepter certaines expressions ou certaines constructions comme significatives, et d'autres au contraire comme purement anecdotiques, enfin je dirais, ou historiques ou contingentes. Donc il faut vous donner des outils de discrimination entre ce qui peut avoir une signification conceptuelle ou même argumentative dans certaines tournures du langage ordinaire, et ce qui ne peut pas en avoir, ou qui en a moins. Moi j'ai toujours été frappé par exemple par le fait que nature naturante et nature naturée sont des participes passés et présents d'un verbe naturer, ER, qui n'existe pas, et qui n'existe en aucune langue, c'est-à-dire ni en français, ni en latin, ni en grec, ni en allemand, ni en anglais.
Et on a donc des participes passés et présents d'un infinitif absent. Alors pourquoi? Est-ce que c'est significatif? Est-ce que c'est pas significatif, etc. Donc vous devez faire des vérifications. Et ma théorie en réalité, c'est que le langage ordinaire souvent signale des zones de frontières ou d'opposition conceptuelle réelle, mais pas n'importe quel langage ordinaire. C'est-à-dire il faut justement faire des études philologiques, etc. Donc voilà, ça pourrait être intéressant, si vous voulez, de voir au nom de quoi finalement vous pouvez mobiliser Spinoza pour une étude clinique, enfin en quelque sorte, appuyée sur des études de discours. Alors, vous avez parlé de narratologie, oui bien sûr, mais il faudrait, enfin à mes yeux en tout cas, retisser certains liens, c'est-à-dire voir pourquoi Spinoza au fond vous autorise, et puis qu'est-ce qu'il vous autorise, jusqu'où il vous autorise à vous appuyer sur tout ça. Ça serait sûrement très intéressant. Enfin, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est pas, les solutions ne sont pas données d'avance. Parce que chez Spinoza, on rencontre beaucoup d'obstacles sur la question du langage ordinaire. J'ai signalé nature naturante, nature naturée, mais il y en a encore d'autres, si vous voulez. Il y a des termes qu'il n'emploie jamais. Il y a des termes qu'il emploie avec des redoublements. Donc il y a tout un travail très fin à... J'ai été étonné, par exemple, que vous ne parliez pas de fluctuation anémie. Parce que quand vous avez dit on attend sans attendre, on est entre la crainte et l'espoir, on voudrait que la grossesse d'une certaine façon n'ait pas lieu tout en ayant lieu, j'avais l'impression que c'était typiquement un cas de fluctuation de l'âme. Oui, qu'on trouve chez Spinoza. je l'ai mentionné, mais rapidement, je l'ai mentionné. Enfin, bon, cette question du langage ordinaire, elle peut être très forte et très intéressante, mais elle demande des protocoles, parce que, évidemment, on ne peut pas prendre n'importe quelle expression courante comme significative ou chargée de sens. Ou alors sinon, on ne fait plus de philosophie. Hein. Enfin, voilà, c'est ce que ça m'inspirait. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'au fond, il faut absolument tenir compte de ce que disent les gens. Je crois que c'est même absolument essentiel. Parce que sinon, si vous ne tenez pas compte de ce que disent les gens, ça veut dire que vous les considérez, comme dirait Rancière, comme des abrutis. Ils ne sont pas capables de dire clairement ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent. Et vous, de ce point de vue-là, vous leur faites confiance, vous accordez de la valeur à ce qu'ils disent, etc. Oui, mais c'est une position théorique particulière. Oui, c'est vrai que je suis partie de cette position, peut-être de ce présupposé-là. Après, c'était pas non plus sans précaution, peut-être d'ordre... Oui, sans précaution d'ordre de catégories sociologiques, de réactions sociologiques. Enfin, par exemple, là, le fait que je sois moi-même une femme. Enfin, j'étais plus jeune à l'époque où j'ai fait mon enquête de terrain. Mais bon, voilà, une jeune femme qui a l'âge d'avoir des enfants. Donc, bon, déjà, avec les femmes enceintes, on avait certaines... une forme de communauté en fait quelque part qui était là, mais finalement avec leurs conjoints aussi, parce qu'en même temps j'avais pas d'enfants, donc je savais pas comment ça pouvait se passer cette histoire, donc on avait aussi cette communauté là. Et en fait c'est vrai que moi je suis plutôt partie de l'idée de me dire en fait on a nos corps ont quelque chose en commun, à partir de quoi on peut se comprendre, et à partir de quoi en effet les personnes vont donner du sens, vont essayer de m'expliquer des choses, et en fait elles ont essayé de m'expliquer des choses, d'autant plus qu'elles me voyaient comme une jeune femme en âge d'avoir des enfants, mais qui en avait pas, donc à qui on allait apprendre beaucoup de choses. Bon voilà, c'est un truc très basique et typique des sociologues, des anthropologues, se mettre dans la position de la personne à qui on va apprendre des choses. Donc bon, c'est ce que j'ai fait, sachant qu'il n'y avait pas grand chose à faire pour être dans cette posture, pour que les personnes me mettent dans cette posture-là. Donc il y avait quand même l'idée elle voulait m'apprendre quelque chose, elle voulait que je comprenne quelque chose, elle voulait que je saisisse le sens de ce qui leur arrive. Et si on se dit que nos corps ont quelque chose en commun, en fait, à partir de la philosophie de Spinoza, bah justement, on pouvait partir de là pour se dire, là, voilà, on pouvait comprendre, par exemple, une dame qui me dit... qui me décrit les contractions et qui me dit c'est un peu comme quand on a nos règles, mais ça fait comme ci, comme ça. Voilà, elle se basait sur quelque chose, voilà, ce que nos corps ont en commun pour essayer de me faire comprendre quelque chose. Et en fait,
c'est vrai qu'il y avait des moments, des discours que je laissais de côté parce que je me rendais compte qu'il y avait des rapports de force, de pouvoir qui se jouaient, ou voilà, ou des discours très convenus, parce que comme j'en ai vu beaucoup, voilà, des choses que les personnes disent quand les personnes disent tout le temps la même chose, c'est qu'en fait c'est très convenu, c'est des codes sociaux. Donc ça, c'est vrai que j'ai trié quand même pas mal parmi les discours qui ont été tenus, mais en même temps les personnes voulaient dire quelque chose, me dire quelque chose dans le sens, voilà, l'image, la représentation qu'elles avaient de ma personne, mais elles voulaient me dire quelque chose, il y avait du sens, et on pouvait discuter, sans parler en effet des expressions qui peuvent, qui sont très significatives. Enfin, cette histoire de, voilà, les premiers mois, c'est un peu fantôme. En fait, c'était vraiment on se protégeait. Enfin, il y en avait plein d'autres. Une dame, qui pourtant parlait pas très bien français, qui me dit oui, en fait, j'étais pas dans la peau d'être enceinte. Enfin, et je trouvais ça. C'est vrai que c'était intéressant dans le contexte, évidemment, parce qu'il faut voir cette citation dans le contexte, mais dans le contexte, en fait, elle me racontait qu'en effet, elle savait qu'elle était enceinte, mais elle ne le sentait pas. Et il y avait du coup cette question de, en effet, est-ce que sans perception de quelque chose, est-ce qu'on en est affecté, est-ce qu'on peut le connaître, à partir de quel moment? Et en fait, moi, c'est vrai que ça prenait du sens. Et puis il y a en effet le sens que je donnais, le sens spinoziste dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça demanderait, oui, à être approfondi. Il faudrait mettre en place d'autres choses pour compléter tout ça, mais ça commence. Oui, c'est clair que oui, vous y avez pensé, parce qu'effectivement, c'est frappant. Vous dites, il y a des discours qui se ressemblent tellement, qui sont forcément convenus. Oui, c'est vraiment une chose qu'on peut dire. Mais alors, à partir de... Vous êtes demandé, c'est une question que j'ai trouvée très intéressante et très frappante. À partir de quel moment on passe de l'espérance à la crainte, ou de la crainte à l'espérance, etc. Donc, à partir de quel moment on a une espèce d'évolution des affects? Et bien, là, ça serait un peu transposé à une question semblable. C'est-à-dire, à partir de quel moment je vais cesser de considérer comme un discours convenu une expression qu'on me rebat tout le temps, ou au contraire, je vais la négliger, donc, ou au contraire, en tenir compte. Voilà. Ça, forcément, je crois que c'est au cœur de votre travail. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres... Pardon. Non, mais tout à fait. En fait, par rapport à ce que vous disiez, il y a vraiment ça, parce qu'on dit il faut attendre les 3 premiers mois. Donc en fait, au bout de 3 mois, c'est bon, hop là. Mais en fait, pas du tout. Pour plein de personnes, c'est pas parce que hop, ça fait 3 mois en fonction du calendrier qui a été calculé avec la roulette obstétricale. En fait, non, pas du tout. Si elles ont connu, je disais que ça variait en fonction des expériences. Si elles ont connu des personnes dont la grossesse s'est arrêtée en fait après les 3 mois, ou qui ont eu des complications, etc., en fait, les personnes vont continuer de se représenter, ce qui exclut l'existence du coup d'une grossesse qui se poursuit jusqu'à la fin. Donc, en fait, vont continuer à avoir des craintes. Et par exemple, j'ai rencontré un couple, dont le parcours était un petit peu particulier, dans la mesure où en fait, la dame avait une maladie génétique et il s'occupait... il pensait avoir un enfant dans un parcours d'assistance médicale à la procréation, sauf qu'elle est tombée enceinte naturellement, finalement, cette dame. Donc, ils ne savaient pas si l'enfant qui allait naître allait ou pas avoir sa maladie. Et en fait, du coup, il y a la crainte. Ils me racontaient, ils étaient tous les deux, ils me racontaient tout ce par quoi ils étaient passés. Et puis, je crois que c'est au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, ils me disent, et là, on s'est dit, c'est bon, ça va y aller, on va y aller, ça va le faire, tout va bien, on lâche. Et en fait, c'est aussi ce que je me suis dit, mais en fait, ils peuvent encore avoir des doutes, ils ne savent pas encore si elle aura cette maladie ou pas. C'était prévu pour être une petite fille. Donc, ils ne savaient pas encore, mais ils lâchent. Et je me suis dit, en fait, c'est qu'il y a un moment où, en effet, il y a ce rapport de force entre l'espoir et la crainte qui passe. Et en fait, ça fait l'espérance, quoi. Quand bien même on peut toujours craindre, avoir peur, douter, il y a un moment, on y va. Très bien. Est-ce que... Nicolas? Moi, j'ai plein de questions sur le sujet, mais j'ai été étonné que vous ne parliez pas du Que dire des bébés de Spinoza et de la représentation des parents sur la notion d'enfant, l'idée d'enfant. Oui. Alors, oui,
je me suis concentrée parce que je me suis dit Ouais. que pour cette intervention, j'allais me concentrer sur voilà, 2 concepts dont j'allais retracer un peu la genèse, mais ça fait partie, c'est la deuxième partie de ma thèse, pour le coup, les représentations de l'enfant à naître que j'ai beaucoup étudié avec le concept de notion universelle, d'idée universelle, un concept qui n'a pas été tant étudié que ça d'ailleurs par les commentateurs de Spinoza, comme l'affect de désappointement dont j'ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs que du coup j'ai pas mal analysé. Mais pour ce qui est de la représentation de l'enfant à naître, donc il y a voilà, cette idée d'une notion universelle qui va en fait déboucher sur l'idée de la perfection en fait très rapidement, parce que comme c'est ce qu'explique Spinoza au début de la 4e partie de l'éthique, on va se dire, ok, cette idée, elle est parfaite dans le sens où elle va me donner un modèle d'enfant à naître. Et donc je me suis demandé, bon, c'est passé par beaucoup de questions, mais je me suis demandé dans quelle mesure cette notion universelle, elle était précise. Qu'est-ce qui venait la préciser ? Est-ce qu'on peut se représenter le bébé tel qu'il va naître ? Et en fait, justement, en fait, c'est des personnes qui me disaient, en fait, je vois un bébé mais sans visage. Voilà, par exemple, il y avait l'idée de se dire, en fait, c'est une représentation qui est très floue, très vague. Et en même temps, si elle se précise par les désirs des personnes, je voudrais que le bébé ait des yeux bleus, des yeux marrons, des yeux... on va se dire, ok, mais du coup, quel problème ça va poser si elle se précise trop, cette représentation ? Le problème de se heurter justement au désappointement. Et là, on peut se dire, voilà, qu'est-ce que ce serait qu'attendre un enfant, c'est ce que je disais rapidement à la fin, avec une certaine forme de sagesse. Est-ce que ce serait pas justement ne pas chercher à trop déterminer, à trop préciser les choses en fonction de nos désirs quelque part, et de laisser en effet la notion universelle très générale pour qu'elle prenne forme petit à petit. Bon, tout cela en fait fait l'objet de dizaines et de dizaines de pages. J'ai apporté ma thèse avec moi quand même. Et voilà, donc la deuxième partie, ça fait... Bon, voilà, donc je vais pas le résumer là maintenant, mais oui, c'était l'idée, cet enfant à attendre, à partir de quelle représentation les personnes perçoivent-elles du coup le corps qui prend forme, c'est-à-dire voilà comment on se représente ce qui va naître. Et puis avec encore une fois d'ailleurs une analyse au niveau du langage, parce que je me suis rendu compte que les personnes disaient bébé, on attend un bébé, alors même que c'était encore qu'un petit embryon, ou un fœtus, mais bon, qui ressemble plus à un alien qu'à un bébé, d'ailleurs, d'après ce que disait Kim aussi à un moment à propos de l'échographie. Donc voilà, il y a toute cette histoire aussi. J'ai aussi beaucoup analysé du coup la façon dont les personnes racontaient ce qu'elles voyaient des images des échographies, où la façon au début c'est c'est un petit bébé, c'est mignon, puis après quand même ses yeux ils sont un peu, c'est quand même un peu un alien, ou c'est un petit peu, ça ressemble à un squelette. Et en fait au fur et à mesure de l'entretien, au fur et à mesure que les enfants entrent en confiance, que les personnes entrent en confiance, on commence à voir les propos se nuancer et se dire ah oui, finalement ce mot de bébé, qu'est-ce qu'il recouvre, qu'est-ce qu'il veut dire, est-ce qu'il est significatif, dans quelle mesure on peut lui faire confiance en effet à ce terme, que vont dire les personnes, pourquoi on parle de bébé, pourquoi on a envie de voir une figure humaine sur ces échographies, c'était beaucoup d'analyses qui allaient dans ce sens-là. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai étudié. C'est vrai qu'il y a un côté un peu frustrant. Je me suis demandé, est-ce que j'axe plus sur ma démarche, est-ce que j'axe plus sur les analyses, et je me dis que comme la démarche est pas très connue, je vais quand même montrer un petit peu comment ça se passe avec un exemple de résultat d'analyse, mais en effet avec d'autres choses. Quelles seraient les limites de la philosophie de terrain ? Est-ce qu'il n'y a pas des philosophies de terrain, il n'y a pas qu'une seule approche méthodologique ? Alors oui, il n'y a pas qu'une seule approche méthodologique, et c'est pour cette raison que c'est très créatif. Mais je parle pour moi, parce qu'en effet c'était un point de désaccord, c'est
un grand mot, mais de discussion en tout cas qu'on a eu avec ce groupe de jeunes chercheurs et chercheuses philosophiques avec lesquels on nous a co-dirigé le manifeste pour une philosophie de terrain. Moi, je pense qu'il y a quand même des limites. C'est-à-dire qu'en effet, ce que je disais simplement, se dire je suis philosophe, je vais sur le terrain, je prends les propos des personnes, je les retranscris, puis j'en donne une brève description avec 2-3 concepts saupoudrés, hop là, voilà. Je trouve que c'est pas assez travaillé, justement. Je trouve qu'il faut faire ce travail d'analyse qui peut être fastidieux parce qu'il y a beaucoup de données et les philosophes, on n'est pas habitués à travailler avec beaucoup de données. On a nos textes qui sont immenses, les commentaires qui forment des corpus énormes aussi, mais on ne travaille pas sur des données dans lesquelles on peut se perdre quand même facilement. Mais du coup, il faut vraiment les travailler. Moi, ça m'a posé des difficultés, vraiment. Mais je pense qu'il faut traverser ces difficultés, travailler les données pour comprendre ce qui se passe sur le terrain, pour essayer d'apporter quelque chose à la lecture des textes ou au concept qu'on est en train de travailler, mais pas seulement d'aller sur le terrain, de dire je suis sortie de la bibliothèque, de l'université, de prendre des choses, de saupoudrer de concepts. Je trouve que c'est pas suffisant. Mais bon, pour appeler cela philosophie de terrain. Mais voilà, j'avais cette tendance qui est peut-être un peu trop normative. Et les personnes, donc les amis, les collègues avec qui on discutait trouvaient que c'était un peu trop normatif et que c'était mieux de rester ouvert. Bon, voilà, je garde quand même cette position. C'est exactement le sens d'une des critiques, d'un des concepts critiques qu'a beaucoup employé le philosophe américain mort il y a quelques années, Stanley Cavell, c'est-à-dire ce terme anglais de arrogation, qui veut dire en français à la fois arrogance et le fait de s'autoriser à. Et selon Cavell, il y a toute une critique de la philosophie française, notamment à travers Descartes, mais aussi Derrida, c'est avec cette espèce de question qui revient toujours: de quel droit certains philosophes s'autorisent-ils à nous dire ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on a le droit de ne pas dire? C'est-à-dire le philosophe, justement, qui descend sur le terrain et qui va dire non, là, c'est pas comme ça qu'il faut faire, là, c'est pas ça qu'on a le droit de dire, etc. Donc cette arrogation, mais en même temps, si vous voulez, ce que je voudrais dire, c'est que comment éviter cela? Comment éviter qu'à un certain moment, les raisonnements, les études, etc., vous conduisent à trier entre ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, etc. Donc c'est difficile, si vous voulez, de quitter complètement la position d'arrogation. Je crois. Mais justement, Spinoza, je trouve permet de donner des pistes dans ce qu'il écrit au début du traité politique, dans la préface, ne pas rire, ne pas maudire, ne pas déplorer, mais chercher à comprendre. C'est pour ça que je donne beaucoup d'importance à ce verbe, que j'ai beaucoup répété. Comprendre et comprendre en effet en partant à chaque fois de ce qui se joue sur le terrain, donc de prendre en effet la parole des personnes au sérieux, d'essayer de voir ce qui se joue, mais sans en effet coller à ce qu'elles disent, en essayant quand même de prendre du champ, d'avoir un regard critique, et en même temps tout en maintenant en fait une rigueur dans le traitement, dans le travail sur les concepts. Et il me semble que de maintenir ces deux exigences, en fait ça va de pair. Le fait de l'attention qu'on porte au terrain, c'est en retour en fait l'attention qu'on porte au texte, et ce faisant on va pouvoir vraiment comprendre ce qui joue, c'est-à-dire pas arriver en effet avec cette arrogance, avoir une position de surplomb en disant bonjour, je suis la philosophe, je vais vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça, ce qu'on peut attendre en plus par ailleurs. C'est vrai que sur le terrain, il va me dire mais du coup comment on fait, etc. Et je me dis je sais pas, je vais attendre de voir d'abord ce qui se passe, assez simplement, et puis ensuite je vous dirai ce que je vais en dire. Mais justement, je trouve que Spinoza permet en fait de pas avoir
cette position normative, voire injonctive, mais de décrire en fait comment les personnes font. Enfin, par exemple, j'avais rencontré une dame qui en était, elle était à 2 mois de grossesse, elle venait tout juste d'apprendre qu'elle était enceinte. Et et elle fumait, enfin voilà, mais elle me dit oh c'est si petit, enfin c'est tellement petit que ça va rien sentir. Bon, et en fait, moi je trouvais que c'était intéressant, en fait, qu'en effet, en fait, avec aussi ce que me disaient les autres personnes, enfin, je comprenais quand elle se représentait pas ce qu'il y avait dans son ventre, enfin bon, elle se représentait pas, elle se sentait pas enceinte, elle voyait pas ce qui a changé, elle se sentait pas affectée, elle percevait pas ce qui pourtant affectait son corps. Et en effet, ça lui semblait du coup étrange de changer sa manière de faire, surtout qu'elle était très stressée, enfin bon. Comme une jeune femme aussi qui mangeait très sucré, enfin bon, voilà. Et puis elle m'a dit, ah oui, là, la deuxième échographie, donc où elle a vu qu'en fait, il ressemblait de plus en plus à un petit bébé, elle s'est dit, ah bah là, je vais faire attention à mon alimentation, mais pourquoi ? Parce que, encore une fois, mais quand Spinoza dit, en fait, quand à partir du moment où on voit quelque chose qui ressemble à un être humain, où on peut s'identifier, enfin en tout cas de trouver une ressemblance, on va faire beaucoup plus attention à cette personne. Bon, et bien là, on avait l'impression que c'était un petit peu ce qui se passait. Voilà, donc il n'est pas question de juger, de dire c'est bien, c'est mal, enfin bon, il y a d'autres perspectives qui s'en occupent. Mais là, c'était plutôt l'idée de se dire, bon, qu'est-ce qui se joue, pourquoi ce comportement, qu'est-ce qui se joue pour elle. Et alors là, vous pointez quelque chose d'intéressant aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la question du rapport avec l'image. Ça, c'est relativement actuel. Oui. C'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité. L'échographie. L'échographie, oui. Ah bah oui. Il n'y avait pas d'image. Hein. Mais non. Il n'y avait pas d'image. Ouais, le rapport à l'image, ça ajoute un... Le rapport à l'image, oui. Ouais. Ça ajoute une perception à toutes les perceptions de la grossesse. Il y a le toucher aussi, du coup. Enfin, le toucher interne. Bien. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, comme c'est l'heure, on va pouvoir s'en tenir là. Donc, merci. Et, nous nous retrouvons donc en quelques semaines, le jeudi 12 février, donc avec un exposé de Céline Hervé, sur résistance du sens, donc résistance au pluriel, relire Spinoza avec Michel Pêcheux et quelques autres. Donc, je connais bien Céline Hervé, je ne doute pas que ce sera extrêmement intéressant. Donc, je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence et bonne soirée. Merci.